Bienvenue sur Up, la chaîne qui donne la parole aux experts pour comprendre le monde vraiment. Au World Economic Forum en début d'année, Demis Hassabis, le PDG de DeepMind, prédisait l'arrivée de l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, une intelligence artificielle qui performe de façon équivalente à un être humain sur 100% des tâches cognitives d'ici 5 à 10 ans. Pour Dario Amodei, ça pourrait même arriver d'ici 1 à 2 ans. Et alors, est-ce que c'est des effets d'annonce? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel derrière de développement de l'AGI? Quelles sont les limites? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Jean-Gabriel Ganassia. Monsieur Ganassia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous recevoir. Et alors, j'ai préparé une fiche parce que vous avez une longue carrière. Vous êtes docteur en informatique et philosophe, chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6, donc qui est rattaché à la Sorbonne. Vous étiez également président du comité d'éthique du CNRS jusqu'en 2021. Et puis vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur l'intelligence artificielle, dont Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, pour ne citer que lui. Mais bon, effectivement, vous avez plus de 40 ans de carrière que j'ai essayé de résumer comme j'ai pu. Peut-être que vous voulez compléter ce portrait rapide. Bon, il n'y a pas grand-chose à compléter, si ce n'est que j'ai une formation initiale d'ingénieur et j'ai une passion pour la philosophie. Mon père voulait que je fasse des choses sérieuses, c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur. Et en cachette, j'ai fait une licence et ce qu'on appelait une maîtrise de philosophie. Et ensuite, j'ai rencontré l'intelligence artificielle un peu par hasard. Et ça m'a séduit parce que c'était un peu à la croisée de mes préoccupations de philosophe pour essayer de comprendre ce qu'est la connaissance, comment on la modélise et comment on simule le raisonnement, et puis l'aspect technique. Et c'est comme ça que j'ai fait d'abord ce qu'on a appelé un DEA d'intelligence artificielle. Ça fait très longtemps, c'était en 79, et puis ensuite une première thèse sur les systèmes à base de connaissances, puis une deuxième thèse sur l'apprentissage machine. La deuxième thèse, la thèse d'État, je l'ai passée en 87. Donc ça fait quand même pas mal d'années que l'intelligence artificielle existe et que l'apprentissage machine existe aussi. Alors effectivement, justement, c'est intéressant parce que l'IA est revenue un peu sur le devant de la scène en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT et donc l'architecture qui est derrière, donc les LLM. Et en l'occurrence, c'est des développements qui sont historiquement bien plus anciens. Et comme vous avez traversé un petit peu toute cette histoire de l'IA, est-ce que vous pouvez nous refaire un petit tour rapide sur les évolutions technologiques successives en partant vraiment du début? À quel moment est-ce qu'on a commencé à parler d'IA, et ensuite quels ont été les jalons vraiment structurants dans le développement des modèles pour arriver jusqu'au paradigme qu'on connaît aujourd'hui? Alors, très rapidement, avant l'IA, il y a eu déjà des réflexions sur la possibilité de reproduire sur une machine le raisonnement humain. Ça commence peut-être avec la Pascaline, la machine à calculer de Blaise Pascal, qui essayait de reproduire des raisonnements humains, en particulier ce qui permettait de faire des calculs. D'ailleurs, il disait, la machine arithmétique fait des effets qui s'approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. On pourrait dire presque de la même chose des ordinateurs d'aujourd'hui, qui font des effets qui s'approchent plus de la pensée que tout ce que font tous les animaux, humains y compris. On va revenir bien sûr là-dessus parce que je crois qu'il avait pressenti les limites du pouvoir des machines. Ensuite, il y a eu pas mal d'étapes. Ça continue avec Leibniz, ensuite au début du 19e siècle, en particulier avec Babbage, qui est l'inventeur du concept d'ordinateur, et puis avec son assistante Ada Lovelace, qui va faire les premiers programmes pour cette machine. Et puis, je passe très vite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la naissance de la cybernétique en 1946, et les deux premiers articles qui sont à l'origine de la cybernétique sont écrits en 1943. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur d'ailleurs, c'était des calculateurs qui utilisaient des relais téléphoniques, et dans cet enchevêtrement de dispositifs extrêmement complexes, certains ont cru voir une image de ce qu'il y avait dans notre cerveau. C'est ce qui donne la naissance des réseaux de neurones formels. C'est un article scientifique écrit en 1943 par un neurobiologiste, Warren Weaver, et un mathématicien, Walter Pitts. Et puis, ensuite, en 1956, des mathématiciens se disent on va pouvoir utiliser ces machines pour simuler les différentes facultés mentales.
Ça s'appelle l'intelligence artificielle. C'est une discipline scientifique. Ce sont quatre mathématiciens. John McCarthy, il avait 28 ans, relativement jeune. Marvin Minsky, qui avait le même âge que lui. Et puis 2 scientifiques un peu plus confirmés, Nathaniel Rochester, qui était le directeur scientifique d'IBM. Et puis un très grand scientifique que tout le monde connaît, Claude Shannon, qui est l'homme de la théorie de l'information. Donc ça, c'est l'acte de naissance de l'intelligence artificielle, qui est cette école d'été qui est organisée dans une petite université très prestigieuse de la côte est des États-Unis qui s'appelle Dartmouth College. Et à partir de ça, il va y avoir un certain nombre de réalisations. 2 ans après, on a un programme qui s'appelle The Logic Series qui démontre automatiquement des théorèmes de logique, qui est réalisé par 2 informaticiens fameux. Enfin, un premier informaticien qui s'appelle Alan Newell, mais à l'époque ça n'existait pas vraiment les informaticiens, c'était un ingénieur, et puis un économiste, Herbert Simon, qui va ensuite devenir prix Nobel d'économie en 1978, donc des personnages de très grand calibre. Et juste après, on a les premières techniques d'apprentissage machine avec quelqu'un qui s'appelle Arthur Samuel qui, en 1959, réalise une machine qui joue à une variante du jeu de dames, le checkers, et qui s'améliore à partir des échanges avec ses adversaires. Cet apprentissage s'appelle l'apprentissage par renforcement. C'est important parce que vous voyez que les concepts de base qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté les réseaux de neurones formels, d'un autre côté l'apprentissage par renforcement, qu'on utilise avec ChatGPT, sont inventés il y a très longtemps. Alors ensuite, il y a toute une histoire qui est compliquée parce que il y a eu énormément de tentatives, une profusion de techniques qui ont été développées. Donc après ces premiers travaux, il y a une petite déconvenue parce que on n'obtient pas les résultats qu'on escomptait, et en particulier on s'enthousiasme, on se dit dans 10 ans les machines vont battre les champions du monde au jeu d'échecs. Donc il y a eu une petite déception, mais on continue à travailler. On fait des systèmes qui font du traitement du langage naturel, on fait des systèmes qui essayent de jouer aux échecs, on fait des progrès sur le jeu d'échecs, même si on n'a pas des résultats extraordinaires, puis on fait surtout de la démonstration automatique. Et par exemple, en 1965, il y a un principe général de démonstration automatique qui s'appelle la règle de résolution, qui va être inventé par un Anglais, Robinson, et qui ensuite va être réutilisé par un Français, Alain Kolmeier, qui fait un langage de programmation qui utilise la logique et la démonstration de théorèmes. Donc tout ça, c'est extraordinaire. On continue, et après, donc, à partir du milieu des années 70, on se dit, il faut, si on veut avoir des systèmes efficaces, non pas espérer d'avoir un mécanisme universel de raisonnement, mais essayer de reproduire les connaissances, les compétences des hommes de métier sur des machines. Ça donne naissance à ce qu'on a appelé les systèmes experts. Et puis, on s'intéresse toujours à la connaissance et on va utiliser des principes qui ont été mis en évidence par des psychologues, en particulier par un Anglais qui s'appelle Sir Charles Bartlett, qui se disent la connaissance dans nos têtes est organisée avec des entités qui sont emboîtées les unes dans les autres et qui ont des attributs. Et donc, ça va donner naissance à ce qu'on appelle les représentation sémantique de l'information, ce qui va déboucher sur énormément de techniques. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les ontologies, c'est issu de cela. Et puis les langages orientés objets qu'utilisent la plupart des programmeurs viennent de cela. Donc il y a un enthousiasme à partir du début des années 80 pour l'intelligence artificielle, une mode tout à fait extraordinaire. Et puis ensuite, il va y avoir à partir de 86 un renouveau des réseaux de neurones formels. J'ai dit ils sont nés en 1943, mais ce qu'il fallait pour pouvoir les mettre en œuvre, c'est apprendre automatiquement les poids des connexions. Vous savez, les réseaux de neurones formels sont des automates qui sont reliés, un peu comme dans notre cerveau. Il y a des cellules, et puis il y a des liens entre les cellules, ce qu'on appelle les connexions synaptiques, et ces liens sont plastiques, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans le temps. Et bien sûr, ce qu'on voulait, c'était apprendre automatiquement ces poids synaptiques en donnant des exemples. On a eu énormément de mal, et à partir de 86, on arrive à obtenir un algorithme qui apprend automatiquement ses poids lorsqu'on donne des exemples. Le problème, c'est que ces machines, plus exactement ces algorithmes sont trop lents, et les machines de l'époque ne sont pas assez puissantes, et on arrête parce que les performances ne sont pas très bonnes, mais on continue à faire de l'apprentissage machine.
Et les besoins du web font qu'on explore énormément de pistes différentes. Pourquoi ? Parce que le début du web est fondé sur la notion de gratuit. Alors, comment rentabiliser le gratuit ? Alors, au début, aussi, on va faire de la publicité. Mais la publicité n'était pas très rentable. Hein. Les premiers moteurs de recherche, c'était une espèce de bazar. Vous aviez des images de tous les annonceurs publicitaires, donc personne ne faisait attention. Et l'idée géniale de Google, c'est de se dire, on va faire quelque chose de totalement épuré. Hein, un peu comme ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien. Hein, et puis, la publicité est inodore, on ne la voit pas. Hein, et alors, comment est-ce qu'elle est faite et comment est-ce qu'elle est rentable ? Elle est faite parce qu'il y en a très peu, hein, et elle est ciblée sur chacun. Et comment est-ce qu'on cible la publicité ? On va prendre les informations que l'on a à partir des requêtes que vous avez posées, de vos parcours sur les moteurs de recherche, hein, de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, et on sait qui vous êtes, et à partir de ça, on va mettre juste les éléments d'information qui sont susceptibles de vous intéresser. Et à ce moment-là, le taux de retour va être très important, et donc les annonceurs vont payer très cher pour ça. Bien sûr, il faut exploiter toutes ces données, il y a énormément de données, et c'est ce qu'on fait avec les techniques d'apprentissage machine. Donc on fait de l'apprentissage machine, donc entre 86, j'ai dit, mais là, le web n'existe pas encore, hein, mais à partir, disons, du milieu des années 90, hein, l'apprentissage machine va jouer un rôle très, 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 très important. Jusqu'à 2012, où un Français, qui est un Breton, hein, mais qui travaille aux États-Unis, Yann Lequin, s'acharne, il veut continuer à utiliser des réseaux de neurones formels, alors que plus personne, à partir du début des années 90, n'utilise des réseaux de neurones formels. Plus personne dans la communauté informatique. On les utilise, mais il faut de la modélisation. Les psychologues l'utilisent, les neuroscientifiques l'utilisent, mais plus les informaticiens, parce que les performances sont mauvaises. Et alors, qu'est-ce qu'on utilise à la place ? Et puis on utilise des techniques d'apprentissage comme, alors, soit les forêts aléatoires, soit ce qu'on appelle les machines à noyaux, hein, ou ce qu'on appelle les SVML, les supports vector machines. Alors, il y a tout un tas de théories de l'apprentissage qui sont développées à cette époque-là. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un tout petit peu long, parce qu'il y a vraiment un nombre d'avancer dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est prodigieux. Hein. On s'est intéressé par exemple à l'évolution des espèces, hein, qu'on a essayé de modéliser. Hein. On s'est intéressé à ce qu'on appelle le raisonnement à partir de cas, hein. C'est-à-dire qu'on fait de l'apprentissage paresseux, hein. On garde les exemples et puis on cherche les exemples qui sont plus proches, hein, de ce que l'on fait, etc., etc. Il y a une foultitude de procédés qui sont inventés et qu'on essaye de simuler. Mais à partir de 2012, donc, ce qu'a montré Yann Lequin sur des compétitions de classification d'images, c'est que si on met les réseaux de neurones avec beaucoup de couches, et que certaines couches modélisent des opérateurs de traitement de l'information, ce qu'on appelle les convolutions, on obtient d'excellentes performances. Et à partir de ça, bien sûr, les réseaux de neurones vont s'imposer comme étant la technique majeure en intelligence artificielle. Mais les autres techniques subsistent. J'ai parlé des représentations des connaissances avec les ontologies, ça subsiste. Les forêts aléatoires subsistent, etc. Mais c'est celle-là qui est la plus marquante. Et puis ensuite, on réutilise ces réseaux de neurones formels, multicouches, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui n'a rien de profond, si ce n'est qu'il y a beaucoup de couches. On les réutilise pour créer ce qu'on appelle les modèles de langue. Alors, quelle est l'idée ? Le principe de base, c'est de se dire, on va essayer d'apprendre ce qu'on appelle l'esprit des langues. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit des langues ? C'est compliqué, ce sont ces relations invisibles qui existent entre les mots qu'on acquiert comme ça par osmose, parce qu'on est plongé dans la langue. Un enfant de 8 ans, il est capable, sans connaître les règles de grammaire, de parler de façon à peu près correcte. On essaye de faire la même chose avec les machines. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle l'auto-encodage. On prend d'énormes réseaux de neurones, on donne des phrases en entrée, et on veut essayer de retrouver les mêmes phrases en sortie. Et pour ça, on ajuste les poids de connexion. Alors, on le fait sur d'énormes corpus, de centaines de milliers d'ouvrages, et avec des réseaux de neurones qui contiennent des milliers de milliards de connexions. C'est vertigineux, mais les résultats sont absolument époustouflants. C'est-à-dire qu'on est capable, si on donne une suite de mots, de demander quel est le mot le plus probable qui suit, puis le plus probable qui suit le plus probable, et de générer un texte à partir de ça, qui est à peu près bien construit. Et c'est ce qui, bien sûr, est à l'origine de ChatGPT. Et effectivement, là-dessus, donc c'est Google qui en est à l'origine en 2017 avec les transformers. Exactement. Alors pourquoi ? Parce que, vous voyez, au début, je vous ai dit, il y a une architecture des réseaux de neurones avec des couches.
Et puis, bien sûr, on s'est demandé, est-ce que quand on met plus de couches, on obtient de meilleurs résultats? Et à un moment donné, on obtenait de moins bons résultats. Alors on s'est demandé qu'est-ce qui se passait, et puis il y a eu l'idée de faire des liens entre les couches, hein, et ça donne des architectures un tout petit peu particulières. Hein, on découvre ça à peu près en 2015, et puis après, on a essayé de trouver des architectures de réseaux de neurones un peu plus complexes, et c'est le mécanisme d'attention qui est découvert par les chercheurs de Google en 2017, et puis c'est ce qu'on appelle les transformers. Et puis ensuite, ça va être repris pour faire des premiers modèles de langage à partir de 2019. Et parmi ces premiers modèles de langage, il y a d'abord des modèles chez Google, et puis ensuite des petits acteurs qui essayent de reprendre ces modèles. Alors très vite, Google se dit, tiens, on va pouvoir essayer de faire un chatbot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? C'est pas compliqué. Si vous générez du texte, vous donnez une petite interface, vous donnez une phrase, il vous donne une réponse, vous demandez une autre phrase, il vous donne une réponse, etc. Il y a un ingénieur de chez Google qui s'appelle Blake Lemoine, nous dit, j'ai des échanges si profonds avec ma machine que je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas d'âme. Google a peur. Il se dit, mais quelle réputation on va avoir si on dit qu'on fait des machines qui ont une conscience? Et donc, il vire Blake Lemoine. Et un petit acteur, donc ils font ça en juin 2022, et un petit acteur, donc OpenAI, décide de poursuivre l'aventure. Et ils utilisent ces modèles de langage, alors celui qu'ils ont développé eux, qui est GPT, pour fabriquer un chatbot. Et simplement, ils utilisent l'apprentissage par renforcement que j'ai mentionné tout au début pour essayer de faire en sorte que ce système ne disent pas d'insanité. Et pour ça, ils l'entraînent, ils font de l'apprentissage à partir de modérateurs pour éviter qu'il y ait des choses choquantes. Et ça donne bien sûr ce que tout le monde a observé. Et peut-être pour revenir sur le mécanisme d'attention que vous évoquez, typiquement, ça permet de faire en sorte que, par exemple, sur une traduction de l'anglais au français, sur quelque chose qui nous paraît simple, mais le fait que en anglais, on ne mette pas les mots dans le même ordre dans une phrase qu'en français, ça, historiquement, les modèles avaient du mal à l'interpréter. C'est pour ça que quand on allait faire une traduction sur Google, on faisait des traductions mot à mot, et en fait, on avait du mal à retrouver le sens de la phrase globale. En fait, c'est ça le problème qui est réglé derrière par les transformers, par ce mécanisme d'attention. Est-ce que vous pouvez peut-être juste le détailler un petit peu? Très rapidement, parce que rentrer dans le détail est un tout petit peu compliqué. Ce que l'on a fait, c'est essayer de saisir le sens. Alors c'est difficile, qu'est-ce que c'est que la signification? Et pour ça, on reprend une notion qui est un peu plus ancienne, qui est ce qu'on appelle la sémantique distributionnelle. C'est de dire que la signification d'un mot est liée aux autres mots avec lesquels il est employé très souvent. Et donc, ça correspond à ce qu'on appelle en français les enchâssements ou les plongements lexicaux, en anglais les embeddings, ce qui veut dire que, je vous ai dit, dans ces énormes réseaux de neurones, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des mots, et puis on essaye, enfin une phrase, et puis on essaye de retrouver la même phrase. Mais si vous prenez un mot, vous allez avoir des liens vers les autres mots, et ça donne un vecteur, et c'est ce vecteur qu'on appelle le plongement lexical. En fait, c'est pas entre les mots, d'ailleurs c'est entre des parties de mots, ce qu'on appelle les tokens en anglais, mais ça revient au même. Ça veut dire que vous avez une idée de la signification qui est liée aux mots auxquels chaque mot est associé. Et bien sûr, on peut le faire pour un mot, puis on peut le faire pour une séquence de mots, et ça va nous permettre de mettre ensemble des phrases qui ont à peu près le même sens. Le résultat est tout à fait étonnant d'ailleurs, et tout le monde a été un peu surpris, puisque pendant longtemps, on pensait qu'une langue, c'était d'abord une grammaire, une syntaxe, une sémantique, etc. Et on se rend compte qu'avec des nombres, on rend compte de tous ces phénomènes linguistiques très très simplement. Effectivement, et justement, là on commence à toucher un peu au cœur du sujet sur cette question de conscience sous-jacente qu'il y a derrière. Je voudrais revenir sur un événement de l'année dernière qui était le fameux manifeste qui a été signé par plus de 700 chercheurs avec des noms bien connus, des Yoshua Bengio, Jeffrey Hinton, Steve Wozniak, donc le cofondateur d'Apple, qui ont dit, dans le cadre d'un manifeste pour le Future of Life Institute, il y a un danger
potentiellement civilisationnels liés au développement de l'AGI. Et donc c'était tout le cœur de cette vidéo, de se dire à quel niveau on se positionne aujourd'hui par rapport à l'avènement de cette fameuse AGI. Alors, je crois que pour essayer de préciser les choses, on va essayer de définir peut-être ce qu'on entend par AGI. Mais avant cela, il faut bien comprendre que les progrès que l'on a réalisés ces dernières années ont surpris tout le monde. Ils sont extrêmement rapides. Et de ce point de vue-là, bien sûr, il y a de quoi, si ce n'est s'inquiéter, en tout cas être étonné de la réalité et de la rapidité avec laquelle les résultats arrivent. D'ailleurs, même Google, vous voyez, quand ils ont renvoyé Blake Lemoine, eux qui avaient développé les modèles de langage, n'imaginaient pas que leur système pourrait à ce point répondre à toutes les questions qu'on poserait. Parce que s'ils l'avaient anticipé, bien évidemment, ils auraient continué à développer un chatbot avant cette petite société OpenAI. Il faut bien comprendre que le grand acteur, c'était Google, c'était pas OpenAI à ce moment-là. Donc ça surprend même les plus compétents dans le domaine. Mais c'est pas parce que ça surprend les spécialistes du domaine que c'est quelque chose de magique. Et je crois que c'est là où il faut essayer de préciser les choses. Alors, vous avez un certain nombre d'acteurs dans la Silicon Valley qui signent des manifestes, mais ils en signent depuis longtemps. Si vous regardez sur le Future of Life Institute, il y a un nombre incroyable de déclarations où on les explique qu'attention, l'IA est dangereuse, attention, les armes autonomes sont dangereuses, attention, les premiers modèles de langage sont dangereux. D'ailleurs, quand on les lit en détail, on voit des choses extraordinaires. Ils nous disent ils vont changer l'histoire de la vie sur Terre. Or, je ne suis pas certain que des robots bavards changent la vie des paramécies ou du microbiote intestinal des hommes qui vivront sur Terre dans les années qui viennent. Donc vous voyez qu'il y a des registres qui ne sont pas très, très, très cohérents. Mais je crois qu'il faut rentrer dans le détail de ces déclarations, essayer de comprendre ce qu'elles signifient. Ce qui, je crois, est important, c'est de se demander si ces déclarations sont fondées sur des raisons scientifiques, rationnelles, qui sont rigoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par AGI, Artificial General Intelligence? C'est l'idée qu'il va y avoir une espèce de quintessence de l'intelligence qu'on arrivera à extraire à partir de ces techniques d'apprentissage et qui nous dépassera. Alors, le problème que ça pose, c'est que l'intelligence dont il est question lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ça n'est pas une essence. Ça n'est pas une substance que l'on accumule. Et je crois qu'il convient peut-être de revenir sur la petite histoire que l'on a dressée de l'intelligence artificielle. Lorsqu'en 1956, les pionniers de l'intelligence artificielle décident de créer une discipline scientifique, ils la définissent comme suit. Ils disent ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de mieux comprendre l'intelligence en sens l'ensemble des facultés mentales en utilisant des ordinateurs. Et pour ça, on va faire une discipline qui va s'occuper de reproduire ces facultés mentales. Alors, quelles sont ces facultés mentales? C'est pas une faculté universelle, c'est la perception, le raisonnement, la mémoire, la communication. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous pensons, et c'est un peu une espèce d'horizon épistémologique, de même que Galilée dit, la nature s'écrit en langage mathématique. Mais lorsqu'on prend une table comme ça, ou une chaise, on se dit, non, ce n'est pas des équations. Simplement, on peut mieux comprendre la nature si on utilise des mathématiques. Eux, ils disent un peu la même chose. Ils disent l'intelligence, c'est un ensemble de facultés mentales, et on peut mieux les comprendre en les décomposant en modules tellement élémentaires qu'on peut fabriquer des machines pour les simuler. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on est capable de faire des machines qui font de la démonstration de théorèmes, on est capable de machines qui reconnaissent les visages. Moi, j'ai une longue carrière d'enseignant. J'ai pas vu beaucoup de... le nombre d'étudiants, j'en ai eu pas mal, je les reconnais pas tous. Une machine, elle reconnaît entre des millions de personnes. Et donc, elle est bien meilleure que moi sur cette tâche particulière. Et on peut faire ça pour énormément
d'activité mentale. Vous faites du calcul mieux que elles font du calcul mieux que les machines, elles raisonnent, etc., etc. Tout ça, c'est extraordinaire. Et une fois qu'on a simulé des facultés mentales, on est en mesure d'utiliser ces simulations dans des dispositifs technologiques. Ce qui fait que, par exemple, votre téléphone portable, vous pouvez l'ouvrir avec les empreintes digitales, vous pouvez dicter des textes avec, ce qui est extraordinaire, avec une machine, et ça marche extrêmement bien. Bien sûr, ça a un effet important sur l'ensemble de la société parce que tout un tas de tâches peuvent partiellement être automatisées, ce qui fait que les métiers sont en train d'évoluer. Et bien sûr, ça peut avoir des conséquences importantes sur l'ensemble de la société, en particulier des conséquences politiques sur l'ensemble de la société. Mais de là à dire que vous allez avoir tout d'un coup une naissance de l'intelligence qui va par-devers nous se développer et qui ensuite va prendre le pouvoir, je crois qu'il y a une marge considérable. Et c'est bien sûr ce que nous racontent ces grands acteurs du numérique. Alors, bien sûr, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi ils le disent. Parce qu'en même temps, ce sont eux qui sont les spécialistes dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils nous disent cette chose paradoxale, c'est nous développons des choses qui sont dangereuses. Et nous vous avertissons. Sur Anthropic, l'a redit récemment avec Claude Mythos, justement. Donc voilà. Peut-être que tout est dans le nom, mais en l'occurrence, leur sujet, c'est de dire on a pour la première fois mis en œuvre un modèle qui est tellement puissant pour trouver des failles, des vulnérabilités, des zéros, ce genre de choses, qu'on ne peut pas le mettre à disposition du grand public parce que ça ferait de Madame Michu dans la boulangerie du coin la plus grande hackeuse informatique de la Terre. Voilà, bien sûr, c'est assez cocasse parce que, oui, si vous avez un fabricant de cigarettes, il va avoir tendance à vous dire, vous savez, moi, ce que je fais, c'est super, ça va vous donner un look super, et il va dire les dangers, c'est pas si grave que ça, etc. Donc normalement, si vous fabriquez quelque chose de dangereux, que vous êtes un commerçant, vous voulez le vendre, donc vous allez minimiser le danger de ce que vous faites. Eux, c'est l'inverse. Ils nous expliquent, attention, ce qu'on fait, c'est extrêmement dangereux. Le problème, c'est que ça fait très longtemps qu'ils nous racontent ça. Par exemple, chez Google, vous aviez Ray Kurzweil qui disait « Attention, mes machines, elles vont conduire à la fin de l'humanité d'ici peu. » Et puis, de façon récurrente, vous regardez, depuis 20, 30 ans, les grands acteurs du numérique nous disent que ce qu'ils font est quelque chose d'extrêmement, potentiellement nocif. Alors, je crois, et là-dessus, justement, il est amusant que Anthropic, ait appelé son moteur Mythos, parce que je crois que ça relève de mythologie au sens où Roland Barthes, alors peut-être vous vous souvenez, Roland Barthes était un très grand sémiologue qui vivait donc à la fin du XXe siècle, et il a écrit un ouvrage en 1955 qui s'appelait Mythologie au pluriel. Et là, il essayait de prendre un certain nombre de thèmes de la société, puis il définit ce qu'est une mythologie au sens sémiotique. Il disait que c'est une structure de signification emboîtée. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une petite histoire, et puis d'un autre côté, il y a le fait que cette petite histoire, elle vous dit autre chose qu'elle-même. Et il montre, sur un certain nombre d'exemples, qu'il y a, à un moment donné, dans une société, des mythologies. Et bien là, on a, avec Mythos, avec les grands modèles de langage, des mythologies. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire. Par exemple, l'été dernier, on nous disait, Claude a menacé un ingénieur qui voulait le débrancher de chantage. En particulier, il voulait dénoncer des relations extra-conjugales qu'il avait eues si, effectivement, il le débranchait et il changeait le logiciel. Alors, bien sûr, est-ce que c'est une histoire qui est vraie ? Quand on regarde dans le détail, elle n'est pas vraiment attestée, et d'ailleurs elle n'est pas reproductible. Moi j'ai lu les textes qui sont dessus, ils sont assez faiblards. Mais et puis en plus, comme ils veulent être éthiques, ils nous disent non, mais en fait c'est pas vrai. Et d'ailleurs parce que ça voudrait dire il faudrait qu'il, si vous voulez vraiment la mettre en évidence, qu'il explique que cet ingénieur avait des relations extra-conjugales. Alors il dit non, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec ça ? Et ça, c'est le deuxième sens de cette structure emboîtée. Ils veulent dire nous. En tant que grands acteurs du numérique, nous savons qu'il y a des dangers, nous faisons des choses extrêmement dangereuses, et donc nous avons un pouvoir considérable. Et donc ils veulent magnifier leur puissance. Et c'est ce que nous dit Anthropic.
Ils nous disent, on est les plus grands dans le monde. Et donc, il faut que vous nous donniez les clés de la maison, parce que, attention, c'est dangereux, ça ne dépend pas de nous, on va arriver à éteindre l'incendie. Et je crois que la sagesse, c'est justement de dire non. Ce qu'ils nous racontent, c'est un peu exagéré, et il ne faut pas leur donner les clés de notre maison. S'il y a des problèmes, il faut que nous les réglions nous-mêmes. Et justement là-dessus, ce qu'expliquait Dario Amodei aussi, d'Anthropic justement, c'est que la logique qui pourrait se mettre en place, c'est que les modèles se renforcent eux-mêmes justement dans leur capacité à incrémenter des nouvelles versions. C'est une très vieille idée, c'est celle du bootstrap, c'est-à-dire que vous avez une machine qui commence et puis qui s'augmente, et puis comme une boule de neige, bien sûr, elle grossit, et nous développe. C'est un peu l'idée de l'apprenti sorcier aussi, c'est-à-dire qu'on a une formule magique qui met en marche un dispositif complexe et qu'ensuite on ne sait plus arrêter. Et ce que disent ces grands acteurs, c'est attention, on joue aux apprentis sorciers, nous on connaît la formule pour les arrêter, vous ne la connaissez pas, et donc il faut que vous nous fassiez confiance. Et je crois que là, bien sûr, il est important d'expliquer que ça n'est pas le cas, et que ces machines ont des limitations. D'ailleurs, ce qu'explique entre autres Yann Lequin, ou ce qu'explique même Arthur Mensch, le français qui est à l'origine de Mistral, nous montre que certes, on a des systèmes très puissants, que les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la société sont majeures, et je pense que là, il faut insister là-dessus. Ça n'est pas anodin ce que l'on fait avec ces techniques, mais elles ne se déploient pas par elles-mêmes, et il n'y a pas de déterminisme technologique. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas tout d'un coup une machine qui s'emballe et contre laquelle on ne peut rien. Non, c'est autre chose. On reste libre, mais justement, pour pouvoir prendre des décisions, il faut que nous comprenions mieux quels sont les enjeux. Et ces enjeux, à mon sens, ne sont pas métaphysiques. Ce n'est pas la machine qui va prendre le pouvoir, contrairement à ce qu'on nous dit. En revanche, ce sont des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle. Ceux-là, effectivement, ils sont très clairs. On les voit déjà, encore une fois, sur Claude. Anthropic est quand même très avancé sur pas mal de sujets. Leur outil Claude Design, là, qui est en test pour le moment, vient truster quand même un certain nombre de prérogatives des développeurs, des designers, etc. Donc ça, on le voit bien, effectivement. Et je voudrais revenir sur le point que j'abordais avec des gens comme Yoshua Bengio, par exemple, qui font partie du fameux manifeste que j'évoquais, qui, lui, a priori, il n'y a pas d'intérêt manifeste, il n'est pas partie prenante quelconque dans une de ces entreprises-là. Il alerte quand même sur le danger civilisationnel qui réside dans le fait du développement trop rapide des modèles. Est-ce que c'est peut-être juste une question de rythme dans ce qu'il évoque, et d'adaptation, du coup, de capacité d'adaptation de la société derrière? Ce sont des personnalités quand même qui, depuis très longtemps, nous alertent. Et elle nous dit, attention, en prochain, vous avez tout d'un coup un cataclysme qui va advenir. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le mythe de la singularité, que vous avez cité tout à l'heure, c'est que justement, quand on examine avec attention les arguments qui sont employés pour justifier ces inquiétudes, on se rend compte qu'ils sont singulièrement faibles. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Par exemple, dans le cas de la singularité technologique, on nous disait c'est la loi de Moore, et tout est exponentiel dans la nature. Or, la loi de Moore, c'est une loi d'observation qui a été introduite à certains moments, qui a rendu des services, mais qui, bien sûr, a des limitations. Et en tout cas, rien ne dit que tout est exponentiel dans la technologie. La loi de Moore, ça dit, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez, que d'année en année, on arrive en gros à graver 2 fois plus de transistors sur une puce. Exactement, c'était l'objet. Et donc augmenter la capacité de calcul. Exactement, l'idée c'est qu'on augmentait, on doublait la capacité de calcul tous les 18 mois. Et c'est une loi émise en 1965 par un ingénieur qui est qui est le Gordon Moore, qui est le fondateur de la société Intel, et qui s'est vérifié peu ou prou, de façon différente, pendant 50, 60 ans. Mais bien sûr, on pense qu'on arrive un peu au
aux limites de la loi de Moore. Alors, on continue à avoir des processeurs qui sont plus puissants parce qu'on va les mettre en parallèle, mais bien sûr avec des conséquences écologiques qui sont non négligeables, parce que tant qu'il y avait la loi de Moore, on diminuait la taille des composants, et donc on augmentait la puissance de calcul, mais en même temps l'énergie dépensée pour faire fonctionner ces dispositifs diminuait, puisque c'était lié à la longueur de traversée. Donc si vous avez quelque chose de plus petit, on dépensait moins d'énergie. Tandis que maintenant, comme on met les choses en parallèle, on a plus d'énergie. Et donc ça explique tous les problèmes de réchauffement qui sont liés à l'utilisation massive de puces pour entraîner les très grands modèles de calcul. Et je crois que c'est important, c'est que chez des personnes comme Benjo, qui sont des grands scientifiques, ou Hinton, Geoffrey Hinton, qui est à l'origine de la rétropropagation de gradient en 1990. Ils avaient eu le prix Nobel en même temps que Yann Lequin. Alors, ils ont eu le prix Turing, le prix Turing, c'est ça, tous les trois. Qui est l'équivalent du prix Nobel. En même temps. Et ensuite, Geoffrey Hinton a eu, en 2024, le prix Nobel de physique pour l'utilisation des formalismes de la physique statistique afin d'étudier la dynamique des réseaux de neurones formels, ce qui est à l'origine de la rétropropagation de gradients. Donc ce sont des scientifiques reconnus, éminents en tant que scientifiques. Mais ensuite, lorsqu'ils se lancent dans une réflexion philosophique sur le devenir de l'humanité, je crois qu'ils excèdent très nettement leurs compétences. Et c'est un peu triste parce que ces personnages de très grande qualité, lorsqu'on lit ce qu'ils racontent, ce qui justifie leurs craintes, on se rend compte que c'est d'une très grande pauvreté. Effectivement, Hinton, il dit qu'il a peur, Benjo, il dit qu'il a peur, mais on ne sait pas très bien pourquoi il a peur. Il nous dit que quelque chose de terrible va arriver. Et je crois, pour bien comprendre, il faut savoir que Benjo a coécrit un article avec un certain nombre de spécialistes de neurosciences où il explique que tous les traits de la conscience, et vous savez qu'il y a beaucoup d'études en neurosciences qui essayent de caractériser ce qu'est la conscience chez un homme, tous ces traits se retrouvent dans une machine, avec l'idée bien sûr que les machines vont avoir une conscience. Et cet article, qui est un gros article que j'ai regardé, est accessible sur le web en préprint, mais il n'a pas été publié, autant que je sache, dans une revue scientifique, parce que il est certainement très, très en deçà de ce qu'on espère d'un grand article scientifique sur le sujet. Et je crois que c'est ça qui est important, il faut bien distinguer la science de la crainte un peu irrationnelle dans la puissance que prendraient ces machines. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que ces scénarios qui sont imaginés et qui viennent pour une grande partie de la science-fiction, c'est souvent une reproduction de scénarios anciens, que ces scénarios soient impossibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prouver que ça n'est pas possible, mais bien sûr, il y a beaucoup de scénarios qui sont envisageables, et c'est bien sûr qu'il faut essayer raison garder, se dire, voilà, en tant que scientifique, si on avertit la population d'un risque, il faut que ce risque soit vraiment tangible. Vous voyez, quand des scientifiques nous parlent du réchauffement climatique, ils ont des arguments rationnels qui montrent, et convergents, qui montrent qu'il y a un certain réchauffement qui est lié à l'accumulation de CO2. Dans ce qui concerne l'intelligence artificielle, les risques métaphysiques liés à la prise de pouvoir par les machines et à la création de cette intelligence, là, on en est très loin. Il faut bien préciser que l'intelligence, le terme lui-même est ambigu. Il y a au moins 4 sens. Il y a l'esprit, et lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, on ne donne pas un esprit à une machine. C'est ça qu'on essaie de nous faire croire. La deuxième chose, c'est l'ingéniosité. Quand on dit d'un élève qu'il est astucieux, intelligent, c'est ça qu'on veut dire. Mais c'est pas de ça dont on parle. Les machines, elles ne sont pas obligatoirement très astucieuses. Le troisième sens, c'est au sens américain de Central Intelligence Agency, mais c'est pas de ça dont on parle. Et puis en français, il y a le même sens. Et puis il y a un quatrième sens qui est vraiment important, qui est celui que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, c'est de dire que l'intelligence, c'est l'ensemble des facultés mentales. Et c'est bien sûr de ça dont on parle en intelligence artificielle, mais cet ensemble des facultés mentales, il est distinct d'un individu à l'autre. Et on le sait, les études de sciences cognitives, et en particulier l'imagerie fonctionnelle cérébrale, montrent que les individus, selon leur culture, ne fonctionnent pas de la même façon. Ce qui fait qu'on est tous différents.
Par exemple, vous prenez 2 personnes, vous leur faites écouter la même pièce de musique, et si vous regardez quelles sont les zones du cerveau qui sont actives, vous allez voir que, selon que la personne a une éducation musicale ou pas, elle n'a absolument pas les mêmes zones du cerveau qui sont actives. Elle ne fait pas la même chose. Elle n'a pas la même activité cognitive lorsque elle écoute. Pourtant, elles écoutent toutes les deux la musique. Peut-être qu'elles l'apprécient toutes les deux, mais ça ne correspond pas du tout aux mêmes choses. C'est exactement ça, je crois qu'il faut comprendre. C'est que l'intelligence, ça n'est pas une substance. C'est la résultante d'un ensemble de facultés qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et justement, pour aller peut-être un peu sur le terrain philosophique aussi que vous appréciez, il y a sur ce sujet de la perception de la conscience, il y a généralement 2 écoles qui s'opposent, ceux qui se réclament de l'immanence et ceux qui se réclament de la transcendance. Donc l'immanence, c'est en fait l'idée de dire que l'esprit et la conscience résultent exclusivement d'un assemblage de connexions neuronales, donc il y a un substrat biologique qui prévaut à la conscience, et tandis que ceux qui se réclament de la transcendance, donc c'est des courants qui sont souvent liés à des mystiques religieuses, qui disent il y a ce qui est de l'ordre de la machine biologique et il y a ce qui est de l'ordre justement du transcendant, qui est la conscience, qui est l'esprit, qui ne se retrouve pas, qui n'est pas contenu dans le substrat biologique. Et il y avait eu des expériences d'ailleurs là-dessus, pour mesurer le poids de l'âme avec un protocole du 19e siècle où on trouvait qu'une âme faisait 20 grammes en moyenne. Bon, évidemment, ça c'est pour la boutade, mais en l'occurrence, il y a bien effectivement ces 2 visions qui s'opposent, avec la vision immanente comme pouvait la promouvoir Leibniz ou Hobbes, et la transcendance d'un autre côté, donc qui était plutôt la vision cartésienne ou celle de Pascal. Et en l'occurrence, effectivement, si on réfléchit dans une logique transcendante, la conscience est un apanage humain exclusif. En revanche, si on se place dans la logique immanente, on peut très bien imaginer que actuellement, on n'ait pas trouvé les moyens d'aboutir à ce qu'une machine puisse, à coût énergétique raisonnable, mettre en place les mêmes connexions, les mêmes logiques fonctionnelles qui se produisent dans notre cerveau, parce qu'un cerveau, c'est 100 watts de puissance, donc c'est ridicule, et on arrive à faire énormément de choses. Mais est-ce qu'il y a une vraie limite physique à la capacité des machines de finalement développer cette conscience si on se place dans la logique que j'évoquais, ou est-ce que c'est plus une question de temporalité à laquelle on va y arriver? Tout ce que tu avais dit est tout à fait vrai. Effectivement, il y a différentes façons de voir la conscience. Effectivement, la conscience au sens, par exemple, de Descartes, et pas du tout la même que d'autres philosophes qui ont voulu objectiver les différents phénomènes, en se disant c'est certainement produit par notre fonctionnement cérébral et on peut essayer de le reproduire. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'un philosophe qui était plutôt un peu hostile à l'intelligence artificielle, qui était Searle, dans la chambre chinoise, dit, bien sûr, certainement, il y a des mécanismes qui sont objectivables et on pourrait reproduire la conscience. Simplement, ce qu'il dit, c'est que ces mécanismes sont au niveau de la chimie et pas simplement au niveau de symboles. On peut dire qu'aujourd'hui, avec l'accroissement de la puissance des machines, on arrive à une sorte de miniaturisation qui fait qu'on pourrait reproduire des phénomènes subsymboliques qui pourraient faire émerger la conscience, ce qui justifie un certain nombre de travaux sur le sujet. Je crois que la question qui est importante, c'est de savoir de quelle nature est cette conscience. Est-ce qu'on peut reproduire la même conscience? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez un être humain, la conscience est liée, entre autres, aux besoins propres, plus exactement. Il faut bien distinguer. Le terme conscience est un terme polysémique, de même que le terme d'intelligence. La conscience, ça peut être ce qu'on projette sur les machines. D'ailleurs, quand on parle de l'IA agentique, on projette des agents sur les machines. Les agents sont des entités qui ont des intentions.
hein, et donc c'est une forme de conscience. Bien sûr, ça marche très bien. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a une interface homme-machine, on suppose que la machine sait quelque chose. Vous voyez, c'est toutes ces attributions d'émotions à une machine sont très utilisées par les spécialistes d'interface homme-machine. C'est pas de ça dont on parle. Ça, c'est très simple. La deuxième chose, c'est la conscience au sens réflexif. Et les neurobiologistes, par exemple Stanislas Dehaene au Collège de France, va étudier la conscience en ce sens-là. Il se dit, voilà, on met en évidence des circuits qui font que une personne est capable de se représenter elle-même. Et on peut fabriquer des machines qui s'auto-analysent, qui font un diagnostic à partir de l'efficacité de leurs activités pour s'améliorer dans le temps. Donc tout ça, ça marche très bien. Mais la question que l'on pose, c'est est-ce que on peut reproduire sur une machine l'équivalent de ce qui fait qu'on a du plaisir, on a de la peine, qu'on éprouve soi-même des émotions. Alors ça, c'est très compliqué parce que le substrat biologique a une incidence là-dessus. En général, ce qui nous fait plaisir, c'est quelque chose qui nous est utile pour notre subsistance. En général, on aime boire de l'eau parce que l'eau est nécessaire pour la vie. On peut aimer boire l'alcool, mais c'est... Avec modération. Avec modération, c'est ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous donne une forme d'ivresse ou un plaisir, ou simplement... Mais si on a une machine, c'est comme vous avez un substrat physique qui est différent, donc il y a des chances que la conscience qu'elle puisse avoir, au sens l'émotion qu'elle puisse ressentir, soit différente. Et c'est bien sûr toute la question qui peut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reproduire quelque chose qui serait comme nous, notre conscience, c'est pas quelque chose qu'on simule, la conscience. C'est quelque chose qu'on éprouve, on fait mal, c'est vous qui avez mal. Est-ce que la machine pourrait avoir mal? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Et en tout cas, ce serait certainement très différent, très étranger pour nous, parce que il y a dans une machine des besoins qui sont différents. L'eau nous est utile, pour elle c'est un poison. L'électricité, elle adore ça, et pour nous au contraire, ça c'est pas bon du tout. À cet égard, il y a un article très important d'un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel qui dit What it is like to be a bat? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Et il dit, vous passez toute votre vie dans une grotte, vous repérez les choses avec des ultrasons, c'est-à-dire que vous avez une représentation du monde qui est totalement différente, et ça nous serait extrêmement étranger. On ne sait pas comment vit une chauve-souris, de même on ne sait pas comment, même un animal de compagnie domestique, il a une perception qui est très différente de la nôtre du monde. Et donc l'ordinateur lui-même, s'il avait une conscience, serait très étrangère, cette conscience serait très très étrangère pour nous. Et donc ce qui est, disons, je crois problématique dans les dialogues, les annonces de ces grands acteurs du numérique, c'est les machines vont avoir une conscience, cette conscience est la même que la nôtre, grosso modo, c'est ça quand on dit, il veut faire du chantage, c'est la même que la nôtre, et non seulement c'est la même que la nôtre, mais en plus ils vont être méchants, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir prendre le pouvoir à notre place, ce qui est un peu étrange, parce qu'on ne voit pas pourquoi les machines auraient vraiment envie de prendre le pouvoir sur les hommes. Je voudrais aborder un dernier point sur d'autres thématiques, sur le paramétrage des modèles et la façon qu'ils auraient de... Déjà, est-ce qu'ils sont plus ou moins des sortes de boîtes noires? Est-ce qu'il y a vraiment encore aujourd'hui sur Terre des gens qui sont capables de comprendre précisément ce qui se passe? C'est un peu le champ en fait de recherche lié à l'explicabilité. Et il y a les questions aussi liées à l'alignement des modèles, c'est-à-dire tous les travaux de recherche qui permettent de s'assurer algorithmiquement que les modèles vont respecter un certain nombre de corpus de règles éthiques qu'on aura définies et qui ne sortiront pas de ce cadre de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'arrive pas à aligner les modèles à 100%. On a les exemples de ChatGPT où à l'époque, il y avait le moyen de contournement de lui faire jouer un jeu de rôle en disant « t'es une super IA omnipotente » et à ce moment-là, elle pouvait vous donner des informations qu'en théorie, elle n'avait pas le droit de donner.
Et donc, généralement, on les contrôle via le métaprompt. Il y a une requête qui sert un peu de pansement quelque part. Dès qu'on découvre une faille, paf, on améliore le métaprompt pour faire en sorte que cette faille ne soit plus exploitable. Mais forcément, au fur et à mesure des utilisations, il y en a d'autres qui apparaissent. Et en l'occurrence, ça, c'est tout le sujet de l'alignement, de s'assurer que l'IA fonctionne dans le cadre contraint qu'on lui a prédéfini. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé sur la dernière levée de fonds de OpenAI. Donc, ils sont à 211 milliards sur leur dernière levée. Et là-dessus, ils allouent 7,3 millions à The Alignment Project, donc, qui est une fondation autonome qui travaille justement sur la recherche en alignement des modèles. Et donc, je voulais avoir votre point de vue sur la corrélation entre tous ces champs de recherche qui tendent à faire en sorte qu'on garde le contrôle des modèles et le rythme de développement des modèles qui me semble aller à des vitesses différentes. Alors, vous posez beaucoup de questions, hein. La première, c'est celle de l'explicabilité. Je crois qu'elle est essentielle pour arriver à prendre des décisions. On parle souvent d'IA agentique, mais si tout d'un coup, on doit décider avec une machine, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que soit la machine prend une décision qui est différente de celle qu'on souhaite prendre, auquel cas, il se peut dans certaines situations qu'elle soit meilleure, et dans d'autres qu'elle soit moins bonne. Alors, vous voyez, j'ai deux amis dans les comités d'éthique que j'aime beaucoup, tous les deux, et il y en a un qui est plutôt lié à la santé. Il a introduit la garantie humaine. Il dit il faut chaque fois qu'il y ait un homme qui signe et qui garantisse, en particulier dans le champ médical. Et on est tous d'accord, on se dit il vaut mieux qu'il y ait ça. Et puis j'ai une autre amie qui travaille à l'ONERA et qui dit l'homme n'est pas une garantie. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Errare humanum est. Et donc, il y a des situations de conflit d'autorité où il vaut mieux que la machine agisse. Par exemple, les études rétrospectives des accidents d'avion montrent que souvent, c'est lié aux décisions humaines. Donc, si on avait laissé l'automatisme prendre les décisions, il n'y aurait pas eu l'accident. Donc, quelles sont les situations dans lesquelles c'est l'homme qui doit prendre la décision? Quelles sont les situations dans lesquelles c'est la machine qui doit prendre la décision? Donc ce sera certainement dans le monde qui viendra un enjeu majeur de caractériser ces différentes situations. En même temps, bien sûr, en dernière analyse, il y a toujours un homme qui est derrière, mais dans l'urgence, il y a des cas de figure où il vaut mieux que ce soit la machine qui parle. Et tout le problème, c'est que si la décision surprend l'homme, il faut qu'il puisse comprendre ce qui a motivé cette décision. Parce que sinon, il se retrouve face à la machine dans une situation très étrange, vous voyez, comme face à un oracle qui s'impose. Donc il faut qu'il puisse dire, non, dans telle situation, je pense, avec raison, que j'ai d'autres arguments que ceux de la machine. Alors, on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye, même si les mécanismes qui sont mis en jeu par la machine sont extrêmement complexes et qu'on ne peut pas les suivre un à un, donc reproduire l'enchaînement de succession d'inférences élémentaires pour comprendre le raisonnement. En revanche, on peut essayer, et c'est ce que l'on fait en intelligence artificielle aujourd'hui, de se demander mais quels sont les éléments qui ont conduit à cette décision? C'est-à-dire que si tel élément n'était pas là, est-ce que la décision aurait été la même? Si tel autre élément était là, est-ce que ce serait la même décision? Et donc on a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans les labos de recherche qui permettent de conduire à une explication. C'est-à-dire trouver dans le cas particulier qui nous intéresse quels sont les éléments qui ont conduit à cette conclusion plutôt qu'à une conclusion qui aurait été différente. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour essayer d'argumenter avec la machine. Et il y a des travaux aussi en intelligence artificielle sur cette notion d'argumentation et d'échange avec la machine. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que dans le futur, ça jouera un rôle vraiment essentiel pour qu'on ne soit pas soumis à l'arbitraire de ces automates et qu'on puisse conserver notre liberté. Et c'est important parce que notre liberté, c'est lié à notre responsabilité face aux machines. Puis il y a un deuxième volet
que vous évoquez, qui est celui des limitations des machines. C'est-à-dire que certaines décisions sont condamnables. Et donc, on a, dans certains cas, et en particulier pour les systèmes qui génèrent automatiquement des textes, essayé d'utiliser des formes de ce qu'on appelle la modération, ou ce qu'on appelle de façon un peu moins proprette, la censure. C'est-à-dire, au sens étymologique, c'est le jugement. C'est-à-dire dire il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Et je vous avais expliqué que dans le cadre d'OpenAI, au moment de ChatGPT, il ne s'occupait pas de la véracité de ce qui est dit, parce que, au fond, on est malheureusement dans des sociétés où ce n'est pas le plus important, la vérité, mais ce qui est important, c'est d'éviter de choquer. Et donc les propos racistes ou sexistes sont considérés comme inadmissibles. Ce qui est vrai, bien sûr. Mais donc d'abord, il faudrait essayer de faire des machines qui, avant tout, essayent de dire la vérité. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a des outils, les modèles de langage, j'ai dit, ce sont des gros réseaux de neurones formels qui génèrent des textes qui correspondent à ce qu'on dit dans une situation donnée. C'est convenable. Ce sont des clichés. Et donc, de ce point de vue-là... et paradoxalement, ils sont parfois stéréotypés. Ouais. C'est totalement stéréotypé, mais ça n'est pas vrai. Alors, ensuite, il faut essayer de reproduire, et c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de recherches, ce qu'on fait entre autres avec les RAG, mais il y a d'autres techniques qui essayent de faire en sorte que le résultat soit vrai. C'est autre chose. Donc les modèles de langage ne sont pas faits pour ça. D'ailleurs, il y a eu un article d'un psychologue qui expliquait que sur des épreuves, vous voyez, par exemple, les tests que l'on fait passer aux jeunes Américains pour rentrer dans l'université, ces tests sont sur le web, et donc les machines obtiennent de très bons résultats. On va dire, elles pourraient rentrer dans les plus grandes universités. Le problème, c'est que si on change les paramètres de ces tests, à ce moment, les machines s'effondrent complètement. Parce que ce qu'elles font, c'est ce qu'on appelle du pattern matching. C'est-à-dire, en français, c'est l'appareillement de motifs. C'est-à-dire qu'il y a des motifs et puis elles trouvent la réponse parce qu'elles la connaissent. Bien sûr, si on change les valeurs, elles ne sont pas capables de raisonner. Et donc, elles trouvent des résultats qui sont faux. Donc, c'est le premier problème. Est-ce qu'on peut faire des machines qui disent la vérité ? Au fond, la question de la vérité, qui est ancienne, doit se reposer aujourd'hui avec ces outils qui ne sont pas faits pour dire la vérité. Même si, et c'est pas vrai de toute l'intelligence artificielle. Lorsqu'on faisait de la démonstration de théorème, on s'intéressait à la vérité. Donc ça, c'est une question très intéressante. La vérité, on pourrait dire, est une idée qui, au fond, devrait continuer à faire l'objet d'une réflexion et d'une exploration de l'intelligence artificielle. Et puis, vous parlez d'une autre question, qui est celle de l'alignement. Alors l'alignement, il faut quand même bien préciser ce dont il s'agit. Il s'agit de donner un certain nombre de valeurs et de s'assurer que les machines s'y soumettent. C'est donc une notion moralisante. Et moi, vous savez, j'ai une formation de philosophe, j'ai beaucoup travaillé dans des comités de réflexion éthique, et je crois qu'il faut bien distinguer ce qu'est la morale au sens d'un certain nombre de règles qu'on vous donne, de la réflexion éthique, qui est au fondement de ces règles. Et donc, dire qu'on donne un certain nombre de valeurs et s'assurer que les machines obéissent à ces valeurs, c'est discutable parce que ces valeurs, elles sont en conflit les unes avec les autres. Par exemple, on est tous d'accord pour protéger la vie privée. Mais en même temps, on est tous d'accord pour favoriser la transparence. Vous êtes bien d'accord qu'il y a une antinomie entre les deux points de vue. Eh bien, ce que nous proposent ces grands acteurs du numérique, c'est de nous dire, on va donner un certain nombre de valeurs et on voudrait absolument que ces machines se soumettent à ces valeurs. Le problème, c'est que ce sont les grands acteurs du numérique qui décident des valeurs. Et moi, je pense que si on doit mettre des valeurs dans les machines, déjà, il faudrait s'entendre sur ce que l'on met, les valeurs des grands philosophes, comme Yankelevitch, nous disent les valeurs, elles sont toutes admirables. Le problème, c'est les conflits entre les valeurs. Et ça, on ne sait pas très bien comment les régler. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est aussi que ces valeurs, on les décide nous-mêmes, parce que nous n'allons pas décider qu'un grand acteur américain impose ses valeurs au monde entier. Vous voyez, ça pose problème. Alors, dans le cadre d'Anthropic, ils ont introduit une idée assez étrange, qui est l'idée d'IA constitutionnelle. C'est-à-dire une IA avec une constitution, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont décider de toutes les valeurs qui vont s'imposer à tous les résultats. J'insiste sur le fait que c'est extrêmement dangereux, parce que si, tout d'un coup, on nous dit que,
Anthropic a décidé d'un ensemble de valeurs importants, non seulement les textes générés par les machines devront respecter ces valeurs, mais ensuite, les journalistes, on va leur dire « Ah bah oui, quand même, ce que vous dites, il faudrait s'assurer que ça respecte les valeurs. » Et donc on va essayer de passer les textes journalistiques au filtre de ces outils d'intelligence artificielle. Et puis ça risque d'être la même chose pour les livres. Donc je pense que ce sont des formes de censure qui, comme toutes les censures, demandent quand même à faire l'objet d'une réflexion générale. Et il ne faut pas se satisfaire simplement de ces principes d'alignement des valeurs. Et très clair, là, on a brossé un portrait bien détaillé de toutes ces questions. C'est des thématiques très vastes, évidemment. On pourrait en faire plein d'autres vidéos, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.